librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, je reçois un auteur d'ici. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir André Jacques, que plusieurs reconnaîtront sûrement, puisque c'est un ancien enseignant du cégep. Oui, 32 ans. 32 ans au cégep de Thetford. Au département de français et au programme Arts et Lettres. Oui. Et j'ai calculé qu'au cours de mes 32 ans, j'ai enseigné à environ 7300 élèves. Donc, dans nos téléspectateurs, il risque d'y en avoir 2 ou 3 qui me connaissent. Qui vous connaissent. André Jacques, on va parler aujourd'hui de vos romans, de vos polars. Et étiez-vous à la retraite quand vous avez écrit le premier? Non. J'ai commencé tard à écrire, mais j'ai commencé à écrire pendant que j'étais encore professeur. Le premier a d'ailleurs été publié pendant que j'étais professeur. Le deuxième a été écrit pendant que j'étais professeur, mais je crois qu'il est sorti le septembre. Suivant la retraite. Suivant la retraite, c'est ça. Alors, le premier, c'est Les Lions rampants. Moi, je vais dire, j'ai jamais lu. Première des choses, je suis une Thetfordoise d'adoption. J'ai marié un petit gars de la place, mais je connaissais pas André Jacques. Hein? J'ai pas eu André Jacques au cégep, comme professeur. Mais c'est un polar. Donc, c'est une série de polars qui peuvent se lire dans l'ordre et dans le désordre. C'est ça. C'est pas une série comme les romans historiques, par exemple. C'est ça qu'on doit lire dans l'ordre. Ils se prennent dans l'ordre ou dans le désordre, comme on disait. Évidemment, si on les prend dans l'ordre, il y a un petit avantage. Il y a pas rien que le personnage qui est récurrent. Il y a tout son univers autour de lui, sa blonde, ses amis, etc. Il y a même des bandits qui réapparaissent d'un roman à l'autre. Donc, là, on voit vraiment un peu le cheminement du personnage, puis on retrouve dans les romans suivants, le lieutenant à la tendresse, il vient de revenir, et puis tout ça. C'est comme les Indiana Jones. Oui, c'est ça, tu sais. Alors voilà, mais c'est pas... moi, je connais beaucoup de gens qui commencent qui découvrent avec le dernier, puis qui ensuite retournent à l'arrière et recommencent la série. Alors, qu'est-ce qui a amené l'écriture des Lions rampants, et surtout, pourquoi le polar? Non, ça, c'est 2 questions. Oui. Bon, la première. Comme j'ai fait des études en lettres, en arts et en lettres, je pense que c'est un peu dans notre sang, là. On veut toujours écrire. Quelqu'un qui passe sa vie en littérature, qui étudie en littérature dans les universités, etc., qui ensuite se retrouve professeur de littérature, fatalement, on a comme un désir de le faire. Sauf que la formation en lettres n'est pas nécessairement un gage de réussite dans l'écriture, parce que des fois, elle peut être étouffante. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'espèce de syndrome « je ne serai pas Rimbaud ». Tu as tellement étudié les grands maîtres, les grands classiques, les meilleurs auteurs, que quelque part aussi, ça te paralyse un peu. Alors, il y a ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs essais, des fois de romans qui ont été commencés, de recueils de poèmes qui ont été commencés, de textes, etc., puis qui n'aboutissaient pas. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic, et ça a été un déclic en polar, ce qui est curieux, mais qui n'est pas si curieux parce que dans mes temps libres, j'adorais le polar, et j'aimais ça, et je réalisais de plus en plus que du bon roman policier, du bon polar, c'est de la bonne littérature. Et surtout à partir des années 80, on a découvert des auteurs québécois et étrangers, des gens comme Jean-Jacques Pelletier au Québec, Christine Brouillette, qui faisaient du roman de qualité, du polar de qualité. À l'étranger, il y avait des gens comme Mankell, etc., qui nous éblouissaient par leur écriture, etc. À partir des années 80. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était à partir des années 2000, parce que... mais déjà, ça commençait les des années 80-90, il me semble qu'au Québec, on était submergé dans le roman du terroir. Oui, mais il n'y en avait pas tant que ça, du roman policier, mais il commençait à y en avoir du bon.
Et et quelque part, il y a eu un flash. Et là, on arrive vraiment, vraiment avec, on peut dire, l'étincelle qui a lancé les lions rampants. Ma blonde, Chantal, demeurait à Montréal, sur le plateau. Et on arpentait, les fins de semaine où je descendais ou quand j'avais des vacances, tout ça. On se promenait sur le plateau de long en large, puis dans la ville de Montréal en général, mais surtout sur le plateau. Et à un moment donné, en passant sur le boulevard Saint-Laurent, j'entre dans une petite boutique de brocanteur d'antiquaires. Une petite boutique assez minable, là, tu sais, tout ça, mais avec plein d'affaires, tu sais. Des cossins, comme des cossins, tu sais, des vieux plateaux Coca-Cola, des lampes Rintintin, pour le monde qui se rappelle ce qui était Rintintin, le célèbre chien qui était dans une série télévisée. Alors, un paquet de bidules de même, puis il y avait des médailles de la guerre et tout ça. En sortant, j'ai dit à ma blonde, hey, une boutique d'antiquaires, j'ai dit, ça ferait un Moses de beau départ pour un roman policier, parce que dans une boutique d'antiquaires, il peut y avoir des choses qui paraissent sans valeur, mais qui ont pour quelqu'un ou pour certains une valeur extraordinaire. Donc, il peut y avoir des trésors cachés, il peut y avoir un paquet... Des choses et là, ça oublie. peut déclencher cette affaire-là. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage d'Alexandre Jobin, qui est un antiquaire, et dont la boutique se situe précisément où se situait cette boutique. Je ne sais pas si c'est encore ouvert, je sais que ça l'était encore il y a quelques années, mais entre... Mont-Royal et le boulevard Saint-Joseph. Ah mon Dieu, vous étiez en plein dans le quartier portugais, là. Oui. Et juste entre ça, d'ailleurs, je pense que c'était un Portugais qui tenait la petite boutique. Alors, j'ai situé ma boutique juste là. Et sauf qu'après ça, je me suis dit, un antiquaire comme personnage de roman policier, comment on le perçoit, l'antiquaire, au départ? Mm-hmm. Généralement, on le voit un peu comme un vieux monsieur, un peu poussiéreux, un peu tordu. Il ressemble un peu aux objets qui entreposent. J'ai dit, s'il se ramasse d'une bagarre ou d'une affaire de même, pas certain qu'il va être bien efficace. Alors là, j'ai donné un passé à mon antiquaire qui a été pendant 25 ans dans les services de renseignement de l'armée canadienne, qui, suite au décès de sa femme, a fait une plonge, on peut dire. C'est toujours des personnages un peu tourmentés, les enquêteurs dans les polars. Et qui s'est fait récupérer par un vieil antiquaire chez qui il demeurait et qui lui lègue finalement cette boutique. Donc, voilà comment il devient le propriétaire d'une boutique d'antiquaires. Avec un passé crédible. Avec un passé militaire, avec un passé d'enquêteur, etc. Ce qui fait qu'il va pouvoir, d'une part, il connaît les armes, il connaît les techniques de combat, etc. Il va être capable de se débrouiller dans une enquête ou dans une bagarre. Mais c'est pas des enquêtes policières traditionnelles au sens où il y a un crime, puis il y a une équipe de policiers qui arrive sur les lieux, puis qui va tenter pendant X pages de résoudre le crime en question. Est-ce qu'on est plus dans la résolution de mystère? Je dirais oui, mais on est plus dans une espèce de suspense. C'est-à-dire que quelque chose survient, et c'est un peu dans chacun de mes 6 romans, quelque chose survient qui va entraîner Alexandre Jobin dans une aventure qui parfois est assez mystérieuse, mais qui va l'entraîner un peu malgré lui dans quelque chose, parce qu'il va essayer de sortir, dans un roman, il essaie de sortir, par exemple, une de ses anciennes collègues de l'armée, de Pierre et de Sang, qui, elle, a mal tourné un peu aussi. Elle a fait un vol de diamants, puis à un moment donné, il y a beaucoup de monde qui la recherche, là. Et il essaie un peu de la sortir du pétrin. Là, vous êtes en train de me dire que le métier d'antiquaire n'est pas de tout repos. Il y a sans doute des antiquaires pour qui c'est de tout repos, mais les miens, il y en a quelques-uns qui ont de la misère et qui se font un peu bardasser. Donc, il y a eu... vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un écrivain qui prend son temps. Vous m'avez dit là, moi j'aime mieux dire qu'il prend son temps.
Donc, il y a eu les Lions rampants en 2000, la Commanderie en 2004, la Tendresse du serpent en 2008 et... De Pierre et de Sang, 2012. À partir de là, je tombe aux 3 ans. Aux 3 ans! La bataille de Avec Pavie. la bataille de Pavie. En Donc, 2015. on les a ici. En 2015, la bataille de Pavie. Et en 2018, c'est Femmes aux yeux cernés. En 2018. Je vais vous dire, ce qui est arrivé ici, c'est que votre éditeur m'a envoyé ces Femmes aux yeux cernés et je l'ai déposé sur le coin du bureau. Parce que, comme je le disais, je ne connaissais pas André Jacques, moi. J'ai dit, j'ai reçu un livre d'une maison d'édition. Et là, il y avait Phil à ma porte. Bien là, est-ce que je peux l'emprunter? Je vais le lire, puis je vais te le ramener, et ainsi de suite. Là, il est encore sur... Il tourne encore. Il tourne encore. Et bien. là, on me dit, Karine, il faut que tu le lises, mais lis la bataille de Pavie avant. J'ai l'impression que, si je regarde un peu, j'ai l'impression que la bataille de Pavie et ces Femmes aux yeux cernés sont plus liées que les 4 premiers. Oui, je dirais... Et quoi qu'il y a des liens entre la tendresse du serpent, la tendresse du serpent et la bataille de Pavie aussi. Okay. Les autres sont généralement assez indépendants l'un de l'autre. Mais le personnage de Pavie, qui devient presque aussi important là, dans les plus récents romans... Qu'Alexandre Jobin? Pas aussi, mais presque. Et qui est vraiment un personnage... très fort, très je dirais, spécial. C'est la fille d'Alexandre, fille dont il ignorait l'existence, une fille qu'il avait eue avec une prostituée dans ses jeunes années. Puis ensuite, il s'est marié, puis il a perdu tout ce beau monde-là. Et dans la bataille de Pavie, la mère de Pavie, qui est emprisonnée, lui demande « Retrouve notre fille », qui est une tueuse professionnelle et qui s'est réfugiée à Palerme, en Italie, pour s'éloigner de la mafia locale. Et donc, il y a comme mission de retrouver Pavie, mais ce n'est pas les retrouvailles de Claire Lamarche, je vous dirais. Non. C'est un peu... Pavie, c'est un caractère, là. Et elle réapparaît, Pavie revient dans ses Femmes aux yeux cernés. La première fois qu'on entend parler de Pavie, c'est dans la bataille de Pavie. Non, dans la tendresse du serpent. Dans la tendresse du serpent. Mais à ce moment-là, je la voyais comme un personnage secondaire. Qui a reçu la tendresse du serpent, le prix Alfred Desrochers en 2008. Oui, qui est le prix du Salon du livre de Sherbrooke. Et la bataille de Pavie a reçu, en 2016, l'année après sa parution, le prix de Saint-Pacôme. Le prix de Saint-Pacôme, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le milieu du polar. C'est le seul, actuellement, c'est le seul prix québécois destiné au polar. C'est le village de Saint-Pacôme, dans Kamouraska, qui est entre Kamouraska et... dans le bas du fleuve. Dans le bas du fleuve. Oui. Et c'est un tout petit village. Et il y a une vingtaine d'années, au lieu de créer, je ne sais pas moi, le 7e festival de la poutine ou le 2e festival du hareng, ils ont décidé de se proclamer la capitale mondiale du roman policier et de créer un prix qui récompense le meilleur roman policier québécois de l'année. Alors, La bataille de Pavie a gagné ce prix-là. Curieusement, tous les romans, les 3 romans précédents, pas les Lions rampants, là, parce que le prix n'existait pas, mais La Commanderie, La tendresse du serpent et De Pierre et de Sang avaient été finalistes au prix. Alors, mais déjà, il faut dire, le prix est important parce qu'il y a à peu près, selon les années, entre 30 et 50 romans qui sont déposés. Des romans policiers québécois qui sont déposés pour le prix. On retient 3 finalistes. Donc, déjà d'être finaliste, au moins une médaille de bronze, comme on dit. Oui. Mais j'avais été 3 fois finaliste. La quatrième fois, j'ai été lauréat du prix, qui, pour nous autres, en tout cas pour les auteurs de polar, c'est vraiment une haute reconnaissance très, très importante. Puis le prix pour La tendresse du serpent aussi, ça a été un très beau prix, le prix Alfred Desrochers, parce que c'est un prix qui, lui,
est ouvert à tous les genres littéraires. Ah bon? T'es en compétition contre des recueils de poèmes, puis de toute l'Estrie. Alors là aussi, c'était la première fois qu'un roman qu'on appelle de la littérature de genre, c'est-à-dire roman policier, fantastique, science-fiction, etc., c'était la première fois qu'un roman autre que les romans littéraires obtenait ce prix-là. Alors, ça aussi, c'était très flatteur. Et oui, puis on va espérer que le dernier en ait un, puisque les lecteurs, à date, me disent « Ah, il faut. » Ouais. Bon. Bien, il y a déjà les critiques sont excellentes. Oui. J'ai l'air de me vanter, là, mais les critiques de Ces femmes aux yeux cernés, comme celle de la bataille de Pavie, sont vraiment excellentes. Parce que moi, j'ai un animateur ici, Pierre Sévigny, pour ne pas le nommer, qui a commencé Ces femmes aux yeux fermés un vendredi et qui a pratiquement pas dormi de la fin de semaine pour le terminer. Oui, oui. Mais c'est ce que je trouve toujours un peu... Je répondais à ça à quelqu'un qui me disait un peu la même chose. Il dit, ouais, en 2 jours, je l'ai lu. J'ai dit, ouais. Je dis, moi, ça m'a pris 3 ans à l'écrire. Alors, c'est ça, tu sais. Mais c'est une écriture qui est lente. C'est une écriture qui est... On parlait de la précision tout à l'heure. Les lecteurs de polar, les vrais mordus de polar, sont des lecteurs exigeants. Ils n'exigent pas la vérité, mais ils exigent la vraisemblance. Et comme il y a parfois des éléments techniques, bon, que ce soit les techniques d'enquête ou des choses comme ça, ils ne pardonneront pas à un auteur des erreurs fondamentales. Puis ils ne pardonneront pas non plus à l'auteur s'il situe ça dans telle ville ou dans tel endroit. Mais qu'il n'y a pas de vraisemblance non plus. Si, tu sais, tout à coup de dire, ben non, mais ça n'existe pas, cette affaire-là, tu sais. D'ailleurs, quand on parlait justement de Pierre, l'anecdote justement qui nous disait je crois que c'est la bataille de Pavie qui se passe à Marseille, il a cherché une petite rue parce que justement, les lecteurs de polar vont aller chercher ces détails véridiques dans les romans et les vérifier. Oui. Et on parle de ça, mais nous, on travaille pour que ce soit le plus vraisemblable possible, puis on a aussi, dans les bonnes maisons d'édition, des puissantes équipes de correction, les correcteurs professionnels, les correctrices professionnelles, parce que c'est presque toujours des femmes, qui vont réviser sur Marseille, dans la bataille de Pavie. Alexandre arrive à Marseille, il loue une voiture, il doit se rendre sur la rue de Gemap, qui est une rue qui existe, et il se perd un peu, tout à coup, et là, il descend la rue, et quand ça m'est revenu, dernière correction, la correctrice m'indique qu'il vient de rentrer dans un sens unique. Oh. Alors, elle avait... Moi, j'avais travaillé avec Google Earth. Elle travaillait sur Google Maps. Et sur Google Maps, les sens uniques sont indiqués. Sur Google Earth, tu te promènes dans la rue avec la caméra. Et je n'avais pas remarqué, j'étais déjà passé sur la rue de Gemap, mais je n'avais pas remarqué qu'elle était à sens unique. Donc, tu sais, tous les petits détails comme ça. Puis moi, j'ai aussi dans mes romans, j'aborde beaucoup des œuvres d'art. Oui, c'est ça que vous me disiez, les œuvres d'art, mais aussi vous allez sur les lieux de vos romans. Oui. Mais oui, parce que on a beau avoir aujourd'hui des moyens de recherche exceptionnels par rapport à autrefois. Moi, quand j'ai commencé à écrire Les Lions rampants, il n'y avait pas de Google Earth, il n'y avait pas... Alors, tu travaillais avec des cartes de ville, tu travaillais avec des fois des guides Michelin de telle ville ou de telle région, et tout ça. Aujourd'hui, avec Internet, oui, on peut avoir même des vidéos, des choses comme ça. Par contre, ça ne te donne pas l'atmosphère, ça ne te donne pas l'allure des gens, ça ne te donne pas... Est-ce qu'ils sont sympathiques à Palerme ou est-ce qu'ils ne sont pas? Ou à Barcelone? C'est quoi l'odeur dans les rues? Qu'est-ce que c'est? Alors, tu as tous ces petits éléments-là qui font que j'essaie toujours, et j'ai toujours réussi, à aller sur les lieux où je situe. C'est peut-être ce qui explique aussi
la lenteur de l'écriture. Oui, mais quand l'écriture est accompagnée de beaux voyages comme ça... J'avoue que c'est joindre l'utile à l'agréable. Oui. Mais c'est ça, tu sais, moi, Palerme, ça a été un coup de foudre exceptionnel, alors que tout le monde me disait, ben, c'est la grande ville de la mafia, c'est dangereux, des gens hyper sympathiques et tout ça. Bon, mais c'est ça, tu découvres ça, et ça, tu ne l'as pas d'un guide touristique, tu ne l'as pas nécessairement d'une vidéo, tu ne l'as pas nécessairement, surtout pas sur Google, et tout ça. Donc, moi, ça me fait plaisir, et ça me permet des fois de remarquer des détails, des fois une petite chose que je vais rajouter. Puis, je crois que c'est un peu ça aussi qui va éblouir une partie de mes lecteurs. Tu sais. Curieusement, ce matin, j'ai reçu un courriel d'une dame qui parlait de ces femmes aux yeux cernés. De lire son premier André Jacques, qui était Ces femmes aux yeux cernés, et elle revenait de Barcelone, et là, elle trouvait ça extraordinaire de replonger dans Barcelone à travers mon roman et tout ça. Donc, mais si j'avais fait des erreurs monumentales sur Barcelone, elle aurait dit, ça vaut pas de la merde. Alors que là, elle va commencer au premier, puis elle va tous les lire. Les autres. C'est comme ça qu'on gagne un lecteur ou une lectrice. Mais il y a des anecdotes qui sont aussi associées. Là, on en parlait juste avant d'enregistrer. Il y a des anecdotes qui sont associées à cette précision des détails, là. Oui. Parce que celle de notre animateur, Pierre, qui me disait qu'il avait cherché. Lui, c'est un avide des détails. Mais on parlait du petit chalet aussi, là, au Québec. Oui. Ça, c'est dans... je crois que c'est dans La tendresse du serpent ou dans Le Pierre et de sang. Là, des fois, où Alexandre il est mal pris, il est mal foutu, il doit disparaître de Montréal là, pour se protéger. Et il y a un de ses grands amis, qui est son médecin, qui a un chalet au lac Memphremagog, à Perkinsville, et qui lui dit, ah ben écoute, si tu veux te mettre à l'ombre, va à mon chalet à Perkinsville. Et moi, comme j'habite Sherbrooke, c'est un coin que je visitais souvent. Et j'étais allé à Perkinsville, puis j'avais pris un certain nombre de photos à partir du quai c'est Vale Perkins, pardon, je dis Perkinsville, c'est Vale Perkins. J'étais allé à Vale Perkins, j'avais pris un certain nombre de photos du quai, des alentours. Puis quand j'ai décidé de mettre un chalet, ben j'ai dit, tiens, ça pourrait être là. Puis je refouillais dans mes photos, puis je dis, tiens, ce petit chalet jaune-là, il y a vraiment une falaise qui descend dans le lac. Ça me disait quelque chose. Alors, je l'ai pris, puis j'ai situé ça là. Et quelques mois plus tard, quand le livre est sorti, une grande amie à moi m'envoie un courriel ou me téléphone pour me dire, ben tu sais, le chalet à Vale Perkins, c'est le chalet de mon beau-frère. J'ai dit, ah bon? Et la chose la plus curieuse, c'est que l'été suivant, c'est un monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier m'envoie un courriel et il m'invite à souper avec ma blonde chez lui au chalet. Donc, c'était la première fois que j'allais manger chez un de mes personnages, dans le fond. Alors, c'est quand même il y a beaucoup de petits détails curieux comme ça quand on écrit qui font que, oups, on se retrouve dans des situations un peu particulières, effectivement. Une soirée extrêmement sympathique. Mais j'imagine, effectivement. Vraiment très agréable. Est-ce qu'on a senti l'âme d'Alexandre Jobin ce soir-là? C'est parce que moi, j'avais trouvé l'endroit, parce qu'il y avait un grand, grand balcon qui donnait sur le lac, et c'était ça qui m'avait fasciné. Puis effectivement, mais je n'étais pas monté sur le balcon, moi j'avais vu d'en bas. Et là, j'étais, puis je disais, ben oui, j'ai bien fait de choisir ce chalet-là. Donc, on peut se procurer ces femmes aux yeux cernés dans toutes les bonnes librairies. Oui, et chez l'Écuyer ici. Chez l'Écuyer, bien entendu. Et pour les précédents, bon, de Pierre et de Sang et La bataille de Pavie ils sont encore en librairie, oui, hein? mais des fois, ils ne sont pas nécessairement en stock, là, parce que mais de toute façon, on est extrêmement chanceux, nous, avec la librairie L'Écuyer. On n'a qu'à leur demander. Puis 4-5 jours après, vous l'avez. On l'a, exactement. Les 3 premiers qui étaient chez Québec Amérique,
bon, le nombre diminue, mais ils sont encore disponibles. Bon, Puis tous sont disponibles en version numérique aussi, si jamais il y a des gens. Donc, pour nos auditeurs, s'ils veulent se procurer la série d'André Jacques, les 6 romans, il faut faire rapidement en communiquant avec notre librairie ou encore à la bibliothèque municipale. Oui, à la bibliothèque municipale, ils les ont. Au cégep, je suis certain qu'ils ont toute la série. Oui. Et puis tout ça. Puis je suis à peu près dans toutes les librairies à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, surtout pour les derniers. Est-ce qu'il y aura une suite à Ces femmes aux yeux cernés? Oui, mais, bon, j'ai commencé le 7e, mais il est vraiment à l'état embryonnaire pour l'instant. Dans 3 ans qu'on va l'avoir. Oui, à peu près, dans 3 ans. Déjà, mon éditrice m'a dit que septembre 2021, j'avais une case qui m'était réservée. Alors, il me reste à l'écrire. Alexandre Jobin sera des nôtres dans quelques années. Dans quelques années. Mais il est déjà en marche. Là, il est déjà... Donc, là, j'en parle pas trop parce que... On ne peut pas donner de détails, là, parce que c'est trop nouveau, là. Non, puis c'est encore trop... Je dirais c'est trop embryonnaire. C'est pas... tout n'est pas arrêté. Je pense que c'est la première fois où je pars. D'habitude, je fais des plans absolument méthodiques. Mais là, on est ça. Plus... on est là, toujours dans la Je sais vers quoi je vais. J'ai commencé à l'écrire, mais il reste bien des trous. Mais c'est un peu toujours ça. Même quand je fais des plans, le plan, il est changé 35 fois avant que le livre sorte. Tu sais, il est toujours... un work in progress, comme disent les anglophones, c'est toujours en travail et tout à coup, tu as une nouvelle idée, mais ça change des choses au début pour que ça s'intègre et tout ça. Donc, parce que c'est un univers. Hein? Oui, c'est un univers. André Jacques, c'est tout le temps qu'on a. On serait resté encore à explorer l'univers de l'auteur. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Et on attend 2021 avec impatience. Oui. Puis entre-temps, il y en a 6 à lire. Mesdames et messieurs, j'étais en compagnie d'André Jacques. Donc, on peut se procurer ces volumes, notamment Ces femmes aux yeux cernés, le petit dernier, à lire, un auteur d'ici. Merci beaucoup, Monsieur Jacques. C'est moi qui vous remercie. Et à la semaine prochaine de votre côté, mesdames et messieurs.